salutations d'usage à nos fidèles téléspectateurs qui sont, je peux en témoigner, je sors peu, mais hier soir j'étais au vernissage de l'exposition Monerville. Je peux vous dire que les petites tapes d'encouragement, les remerciements étaient nombreux et fréquents. Ça fait chaud au cœur. Encore qu'en Martinique, il faut faire attention. Bonjour, Madame Marceline. Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et donc moi, j'ai été marquée par le fait, puisque bon, depuis le 27 avril, on a commencé le mois des mémoires et des abolitions, mais ça commence au 27 avril, c'est quand même le décret qui a été pris pour l'abolition. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est la visite, donc un peu avant, la visite du président Macron au Fort de Joux pour saluer Toussaint Louverture. Et je trouve que les médias, qu'ils soient nationaux, mais ça ne m'étonne pas tellement, mais les médias officiels locaux n'ont pas donné suffisamment d'importance à la symbolique que ça représentait. Parce que bon, Toussaint Louverture, il est quand même piégé et emprisonné sous le représentant de l'État français à ce moment-là. Et c'est un représentant de l'État français qui va s'incliner devant lui au moment donc, de l'abolition, de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Donc il y a une symbolique qui me paraissait intéressante de souligner, et ça aurait pu donner l'occasion d'étudier un peu plus ce que Toussaint Louverture était, ce qu'il a fait, etc. Mais peut-être que ça va donner des idées à certains d'approfondir le sujet. C'est la même mouture que le cas Monerville, qui est complètement zappé, à la limite presque des livres d'histoire de la France. Monsieur de Rénal, de ce que de. Bonjour Gérard, bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous encore aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que je peux dire, un petit clin d'œil sur une rencontre qui a eu lieu chez Tous Créoles la semaine dernière avec Mathieu Gama. Bon, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, donc je ne vais pas en faire un sujet, mais ça a été vraiment une rencontre de grande qualité, avec un personnage qui était très intéressant dans son propos, aussi bien sur le fond de sa vision de la société martiniquaise, et surtout sur l'apport du développement personnel pour enrichir une vision collective du territoire. J'ai trouvé ça très intéressant, et les échanges étaient de grande qualité. Ça a été un très grand moment. Ça t'a marqué parce que tu en as parlé souvent, tu sais que ça va être le sujet, et tu veux en parler. Et dis, comment ça va? Ça va bien, je suis très content d'être avec vous. C'est un petit moment de bonheur dans des paramètres plus compliqués, mais ça va. Mais quand même intéressant. Oui, un petit clin d'œil à l'ensemble des associations d'indo-martiniquais qui ont fêté le 6 mai l'anniversaire, le 170e anniversaire de l'arrivée des premiers Indiens. Qui sont arrivés le 6 mai 1853. À bord de l'Aurélie. Voilà, à Saint-Pierre. Ça t'a ému, ça aussi. Dans d'autres cadres, tu en as parlé avec beaucoup d'émotion. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui permet d'expliquer ce que nous sommes aujourd'hui. Oui. Alors, il y a des gens à l'époque, des politiciens, des businessmen qui ont fait une expérience in vivo. Oui. Et puis... ça aboutit à la création d'un peuple de culture et d'une créolité. Mais Daniel, rafraîchis-moi la mémoire. On doit recevoir Michel Ponama. Michel Ponama, on fait le 6 juillet. Nous appelons ça un after-work. Un after-work. Très moderne, cette association. Tout le 6 juillet, sur le fait indien en Martinique. Monsieur Musique, comment ça va? Pas mal, ça va. Content, bien évidemment, de vous retrouver et de retrouver les téléspectateurs. Alors, deux petits clins d'œil. Un premier à Edmond Mondésir, qui a fait un très beau concert à Tropicatrium avec son fils. C'était vraiment très moderne, très... Voilà. Un second clin d'œil à Marina Jallier, qui a fait une production qui a été diffusée à Martinique Première sur la codification du zouk. Elle a fait un 52 minutes, un documentaire. Ouais. Et pour un sujet qui est un petit peu controversé, j'ai trouvé qu'elle a fait un très beau boulot. Voilà, Marina Jallier est la petite nièce de Georges Jallier. Maurice Jallier. Maurice Jallier. C'est elle qui a fait le documentaire sur Big in Jazz Collective. Absolument. Et c'est une jeune fille qui, c'est moi, parce qu'elle m'a frappé, qui ne connaissait pas la Martinique. Elle ne connaissait pas la Martinique, elle est arrivée, elle a découvert la culture, elle a découvert la musique. Je te redonne la parole. C'est ça. Et elle prépare actuellement un documentaire sur Mona. Donc c'est aussi quelque chose de très intéressant. Donc, je crois qu'elle sera reçue bientôt ici à Zitata. Oui.
qu'elle puisse parler, un petit peu se faire connaître. C'est un passage obligé. Et puis, une information, si tu me permets, du CESEM, puisque le CESEM, je ne sais pas si vous le savez, a lancé une enquête sur comment la production locale peut favoriser le développement économique. Donc, j'invite les téléspectateurs à aller sur cesem.mq et contribuer, bien évidemment, à alimenter cette enquête. D'ailleurs, il parle de Cœur de Martinique dans le cadre de cette enquête aussi. Tu as eu l'occasion d'y participer. Oui, c'est une initiative qui est tout à fait intéressante, qui, à mon avis, doit faire l'objet d'un vrai développement, parce que pour la première fois, les grandes filières économiques de Martinique se sont mises ensemble pour créer une marque commune. Donc, il y a les 3 chambres consulaires, il y a les représentants de l'industrie, il y a la grande distribution. Ils ont constitué une association qui s'appelle Cœur Martinique, et ils ont créé cette marque qui, aujourd'hui, concerne tous les produits locaux de Martinique. Si j'ai bien compris, c'était une enquête sur le mode de consommation des Martiniquais qui doit orienter un rapport qui sera fait, qui doit orienter la production et par là même, naturellement, magnifier la production, l'autonomie alimentaire. C'est un grand mot, enfin, on va en parler, ça c'est là-dessus. J'ai une information un petit peu longue à vous donner, je la fais avant l'actualité parce que je l'ai ajoutée au programme au dernier moment. C'est la suivante, que les 12, 13 et 14 mai, on y est pendant tout le cours du déroulement de la projection de cette émission, la Guadeloupe connaîtra la première édition du Grand Carrefour de la Banane. Sujet qui paraît facile et simple. En partenariat avec la Maison de la Banane, les partenaires de la filière. Le programme, c'est classique, expositions, ateliers, conférences débats intéressantes. Je ne vous cite pas les thématiques, mais surtout la participation du docteur Henri Joseph. On va parler de lui. On va parler du fait qu'il s'associe à cette entreprise et soutiennent naturellement cette manifestation, tout le monde. Je ne vais pas les citer, Maison de la Banane, Ville de Trois-Rivières, CMA, CSGM, naturellement les bananiers, les producteurs de bananes. Parlons du docteur Henri Joseph et posons-nous la question de savoir pourquoi il participe à cette promotion de la banane. Je vais vous dire qui il est. C'est le parrain de cette manifestation. Et Henri Joseph est un pharmacien, docteur en pharmacognosie. Sciences étudiant les principes actifs issus des assistances naturelles. En 2 mots, c'est lui qui a inventé, ou bien qui a commercialisé, qui a mis au point le Virapic, ce médicament magique là, contre la grippe. Il est titulaire d'un tas de diplômes liés au végétal, liés à la production. Et il est inventeur de ce qu'on appelle le régime caribéen. Déjà, savoir que consommer patates douces, mangue, pois d'Angole peut ne pas faire grossir, ou faire grossir moins, parce que ce sont des productions à indice glycémique, c'est-à-dire du sucre, très basse. Étonnant. Il a bien établi ça, tant et si bien que... Donc ça, c'est la lutte contre l'obésité, le diabète, tant et si bien que... Bon, il pourrait inventer ça, équilibrer, et le cubré. Tant et si bien que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation salue, dans des documents, l'importance de son boulot, de son travail. Donc, ce n'est pas simplement une position idéologique ou nationaliste, ou les Jumons-nous, ce n'est pas ça. Il est membre fondateur de TRAMIL, qui est la brigade de Traditional Medicine of the Island, 200 chercheurs dans toute l'Amérique latine et la Caraïbe. Il est à l'origine de l'intégration de 46 plantes issues de la Guadeloupe, des Antilles, dans la pharmacopée française. Il a contribué, ça c'est intéressant, écoutez-moi bien, à la création d'un diplôme universitaire de botanique et de phytomédicaments à l'Université des Antilles. Et ça, il fait ça. Et il s'associe la question, pourquoi tel scientifique se range avec une telle résolution? Il paraît d'une manifestation sur la banane que pour beaucoup d'entre nous est une production polluante et tout ça. Enfin, je vais vous donner quelques chiffres, en tous les cas. En Martinique, la banane constitue la principale activité agricole, surface agricole, nombre d'exploitations, nombre de personnes occupées à l'emploi, en tant qu'emploi. La filière engendre des tonnages colossaux, et les chiffres sont là, je les ai, mais on va s'en passer, engendre des profits considérables pour l'économie. La banane, en quelques chiffres quand même, globalement, sur les Antilles, c'est 10 000 emplois directs, indirects et induits, 9 800 hectares, dont 3 200 en jachère, ce qu'il faut tourner. En Martinique et Guadeloupe, les bananes Cavendish, ils ont sélectionné la Cavendish, 250 000 tonnes, pardon. 250 000 tonnes de produits chaque année et environ 800 producteurs.
Alors, il y a une réalité, ce n'est pas les cris d'orfraie des opposants à la banane qui vont un jour porter à la production bananière. Ça sera en fait la réglementation européenne. J'en ai discuté avec un scientifique qui m'a dit qui est de plus en plus restrictive quant à, même s'il y a eu des plans bananes bio, durables, voilà, etc. Il y a ce péril. Et ma question, elle est simple. Qu'est-ce que l'on va faire qu'est-ce qu'on va faire avec ces 600 producteurs et puis ces 10 000 personnes qui sont employées en Martinique et en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Jingle pour la vraie actualité. L'opération Palais-Poutanne, je le dis avec une certaine émotion, et sujet que j'ai qualifié échec ou diagnostic confirmé. Et nous allons confier ça à deux esprits perfides et acides. Emmanuel? Non, oui. À deux personnes qui connaissent bien les réalités de cette Martinique, c'est Emmanuel et Eddy. Oui, alors dans l'ordre que vous voulez. Non, mais je peux commencer pour raconter ce que c'était que Palais-Poutanne, et puis je pense qu'Eddy pourra en faire une petite analyse. Palais-Poutanne, concrètement, c'est une initiative prise par Marie-Josée Ali, qui depuis quelque temps travaille sur l'idée qu'il faut, en quelque sorte, rompre le grand silence qui s'est installé depuis l'abolition de l'esclavage entre les différentes communautés martiniquaises. Et donc, son idée est simple mais très ambitieuse. Elle consiste à réunir les différentes composantes de la société martiniquaise avec un historien, avec un sociologue, avec un psychologue, avec des acteurs de l'université, face à des publics dans toutes les communes du territoire. Donc elle a mis en place un programme d'une trentaine de rencontres. Donc 32 communes ont validé cette approche à raison d'une soirée par jour. Donc vous imaginez le marathon de ces rencontres. Donc ce sont des rencontres exigeantes, puisqu'il s'agit là pour le coup de rentrer dans un dialogue sur les sujets sensibles de notre société, et dans l'esprit de Marie-Josée Ali, des sujets qui n'ont pas été abordés convenablement depuis l'abolition de l'esclavage. Autrement dit, compenser un silence, compenser un vide 175 ans après. Donc est-ce une utopie? En tout cas, c'est une ambition forte. Et donc, mais elle a quand même réussi, il faut bien le dire, à mobiliser autour de ce projet. Pratiquement tous les maires de Martinique ont accepté ces rencontres. D'ailleurs, chaque maire a accepté d'être dans le débat pour pouvoir aborder tous les sujets avec un fil conducteur qui est de partir du drame de la traite négrière, de la vie et des souffrances de l'habitation pour faire un fil qui ramène aux problèmes d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu, avec les différentes personnes qui réfléchissaient autour d'elle, un petit débat là-dessus, parce que, au fond, est-ce que nos sujets sont ceux de l'esclavage ou est-ce que nos sujets sont ceux d'aujourd'hui? Donc ça faisait partie des grands débats qui animaient les réflexions. Mais voilà, donc elle a eu le mérite quand même de vouloir s'attaquer à un tabou, qui était ce grand silence. Elle était assez loin dans son organisation, et patatras, la veille du grand démarrage, qui devait avoir lieu le mercredi 3 mai, des expressions d'une opposition vive ont eu lieu, qui ont conduit à l'ajournement de cette manifestation. Donc un groupe de manifestants ont exprimé l'idée que ce n'était pas possible que ces rencontres aient lieu. Donc un groupe d'activistes qui d'ailleurs ont invité la population à manifester leur désaccord face à la médiathèque où devaient avoir lieu ces rencontres. Ils étaient une dizaine. Marie-Josée courageusement était à leur rencontre pour pouvoir essayer d'engager un dialogue et leur dire au fond, si on fait ces rencontres, c'est précisément pour que vous puissiez venir exprimer ce que vous avez sur le cœur. Donc c'est l'occasion donc ne passez pas à côté de ce dialogue qui est aussi le vôtre. Et là, elle est tombée face à un mur, et il faut bien le dire, un mur d'injures, un mur de menaces. Elle a eu des menaces de mort. Enfin, ça a été très violent ce qu'elle a subi, mais elle a quand même tenu tête courageusement. Elle a essayé d'aller au bout du dialogue. Ça a duré 2 heures assez éprouvantes.
mais qui lui ont démontré que là, il y avait quelque chose d'infranchissable et sans doute de décourageant. Enfin, quoi qu'il en soit, cette première manifestation a été annulée. La suivante, le lendemain, qui devait avoir lieu au Carbet, a été annulée pour les mêmes raisons. La suivante, à Bellefontaine, a été annulée pour les mêmes raisons. Et donc, Marie-Josée Ali a décidé de tirer l'échelle et de dire, bon, on est dans un processus de blocage systématique, ça n'aura pas lieu, toutes les conditions ne sont pas réunies, il faut donc mettre une pause, réfléchir à tout ça pour éventuellement repartir dans un deuxième temps sur un projet mieux ficelé. Avant de passer la parole à Eddy, une petite précision. Les deux autres manifestations qui devaient succéder à celle de la médiathèque du Lamentin n'ont même pas été entamées. C'est-à-dire que l'annulation s'est faite très tôt sans arriver à réunir les gens et provoquer le même schéma que tu décris de manifestants au début de la conférence et tout ça. En fait, les manifestants ont engagé un processus d'annulation quotidienne et donc, dès que l'échéance du Lamentin est passée, ils ont produit des tracts menaçants qu'ils ont fait parvenir au maire du Carbet, et le maire a estimé, voilà, au vu de ces menaces, que ça ne pouvait pas se tenir. Donc c'est plutôt par des menaces, l'expression d'une menace, plutôt que par des menaces effectives. Il n'y a pas eu de manifestation. Non, il n'y a pas eu de réunion. Il n'y a pas eu de tenue de réunion, tout à fait. Monsieur Barajo. Oui, enfin, Emmanuel a épuisé la partie factuelle. Oui. Voilà, bon, donc il m'est donné de porter une analyse. Oui. Bon, je vais commencer en disant que Marie-Josée Ali a raison de vouloir donner la parole à ceux qui ont envie de parler ou qui ont besoin de parler. Bon, il faut remettre ça dans un contexte. Le contexte, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais qui ça qui rivait ?» Enfin, bon. C'est un contexte mondial. La moitié de l'humanité a été victime pendant 300 ans d'une forme particulière de... Il faut que je fasse attention parce que sinon je me fais exploser. Oui, je vais corriger si c'est pas. C'est trop fort. D'extermination. Alors le mot est fort, mais c'est ça. Trop fort. Non, il n'est pas trop fort, puisque, pour vous donner un chiffre, il y a 550 000 esclaves qui sont arrivés en Martinique pendant, on va dire, 3 siècles. Et à la fin du système esclavagiste, il en restait, grosso modo, 70 000. OK ? Bon, quand tu passes... Il y en a qui sont morts de leur belle mort. Oui, bien évidemment. Mais, alors, à comparaison, quand tu arrêtes le système esclavagiste en Haïti en 1802, tu as à peu près 250 000 esclaves. Et quand il n'y a pas d'esclavage, on monte à 11 millions de personnes. Donc, on est bien d'accord que si on avait mis 550 000 personnes en Martinique sans le système esclavagiste, aujourd'hui, on serait 10 millions ou plus. Bon. OK. Tout le monde reconnaît que c'est un crime. La France est un des rares pays, d'ailleurs, à l'avoir institué. Qu'autour de ce crime, il y a eu un silence, des mensonges, et puis le temps est passé. Mais ça ne concerne pas que la Martinique. Ça concerne le Brésil, ça concerne l'Argentine, le Chili, enfin, tout le continent, tout le continent américain. Et sans parler de ce qui s'est passé de l'autre côté, en Afrique, en Arabie, etc. Bon, donc il est parfaitement normal que quand tu mets ça dans une cocotte minute et que tu fermes bien en espérant que le temps passant, plus personne ne s'en souviendra, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il faut ouvrir la cocotte minute, c'est ce qu'elle fait, en disant, bon, écoutez, allons finir avec ça. Allons essayer de finir avec ça. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'elle a raison. Et tous les gens qui vont prendre des initiatives en disant, allons finir avec ça, auront raison. Mais pourquoi il faut finir avec ça? C'est ça la question. Moi, je fais des sondages tout le temps, et j'en ai, mais les frères, mais Poutisot qui n'a pas dit ça. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert définitivement à faire en sorte que les conditions du bien vivre ensemble, parce que quand tu es sur 1000 km, quand tu es sur 10 millions de kilomètres carrés, tu peux foutre un coup de poing à ton voisin et puis partir. Mais là, sur 1000 km carrés, tu peux pas. Parce que quand tu commences à foutre un coup de poing à ton voisin parce qu'il n'a pas la même peau que toi ou qu'il est descendant de je ne sais pas quoi, au bout d'un moment, tu te donnes un coup de poing à toi-même parce que tu vas découvrir que celui-là, c'est ton grand-père, que ta cousine... Bon, donc stop. C'est trop tard, en fait. Voilà.
C'est ça, la séparation ethnique stricte qui permettrait de dire, bon, c'est fini, les Blancs montent dans un bateau, ils s'en vont, et les Noirs restent, ou alors les Noirs partent en Afrique. Tu ne peux plus faire ça, c'est trop tard. Le mélange, on fait les histoires. Bon, donc pourquoi il faut faire ça? Pour qu'on puisse vivre ensemble. Mais pourquoi ça remonte? Ça remonte parce qu'il y a des survivances, il y a des liens quotidiens avec le passé. Et le premier lien, c'est la survivance d'une double hiérarchie, je l'ai déjà dit ici. Une hiérarchie sociale, bon. Les clairs ou les blancs en haut de la hiérarchie, dans la plupart des cas, en termes de pouvoir économique, je parle du pouvoir économique, et du pouvoir social, et puis les noirs en bas. Tu regardes, c'est visible. Alors, ça change, évidemment, ça mute, parce que le mouvement naturel avec l'accession à l'éducation fait que les noirs, dans la population martiniquaise, montent en compétences, montent en pouvoir, et notamment. Ça bouge, mais ça bouge trop lentement, en fait. Et puis, il y a une autre qui, elle, bouge beaucoup moins, c'est la hiérarchie raciale. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil, les clairs, les blancs en haut de l'échelle, et puis les noirs en bas. Alors, c'est un peu caricatural, mais bon, c'est ça la réalité. C'est pas la peine de se mentir, ok? Bon, mais ça, il faut que ça bouge. Mais il faut que ça bouge un peu plus vite. C'est pour ça que ça ressort. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, mais je ne comprends pas pourquoi un jeune Martiniquais noir ne peut pas avoir 150 000 € sur la table très facilement en allant voir un fonds d'investissement. Alors que chez les Békés, cette espèce de solidarité existe, même si elle n'est pas universelle, bien évidemment. Il y a des petits Békés qui souffrent pour avoir du fric, mais c'est moins prégnant. Chez les métropolitains, c'est moins prégnant. Et chez les mulattes, c'est moins prégnant. Oui, j'allais le dire. C'est moins prégnant. Donc, un type de couleur noire qui sort d'Ajoupa Bouillon ou de Rivière Pilote a mécaniquement moins de chances de pouvoir trouver 150 000 €, ok. Et attends, et ça lui arrive d'être son entrée dans la banque, quoi, au niveau de la réceptionniste. Ah non, mais c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est ça la réalité. Et moi, je le vis tous les jours. Pas à cause de ma couleur, parce que j'accompagne des gens, ok. Et notre capacité à zanzoler, à trouver des solutions, a été développée. C'est pour ça que ça bouge un peu. Mais alors, voilà, la solution, c'est d'abord le dialogue, il faut le dire, la vérité, parce qu'il y a des gens qui disent, mais non, il ne s'est rien passé. Ok, alors je vous rappelle que j'ai sorti ça pour dire aux gens, bon, voilà, c'est ça la vérité, voilà ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des procès, c'est trop tard. Ok. Maintenant, il faut le dire et ensuite apporter des solutions. Ce qui est une partie de la réparation. C'est évident. Alors, la solution, très rapidement, et Marie-Josée Ali a parfaitement raison. Il va falloir qu'elle remette l'ouvrage sur le métier. Il faut qu'elle le fasse en disant, alors, en changeant probablement de méthode. Le premier changement, c'est de dire, il y a un mouvement activiste qui monte. Il faut l'intégrer à l'organisation. Ça, à mon avis, c'est le premier conseil. C'est l'intégrer à l'organisation. Et puis le deuxième conseil, c'est, comme Emmanuel l'a dit, sous forme d'interrogation, c'est que la problématique, elle n'est pas seulement la problématique du passé, elle est surtout la problématique d'aujourd'hui. Comment se fait-il qu'on continue dans un petit pays comme ça à avoir autant de discriminations? Pas forcément des discriminations raciales, mais des discriminations sociales. Pourquoi c'est les gens qui sont les moins aisés, qui sont peut-être les plus fragiles, qui subissent des discriminations sur le transport, sur l'eau, etc. Mon cher maître, la cause est entendue. Je suis désolé. Oui, je voudrais préciser que, en tous les cas, j'ai écrit pour ne pas... quelles que soient les imperfections de la démarche, elle a pour mérite essentiel d'avoir été entreprise. Je synthétise ce que tu as dit. Parce qu'il s'agissait de faire, sur des questions importantes pour le bien vivre, tu as utilisé ce mot, ou vivre mieux. L'idéal n'étant pas nécessairement atteint. Ce qu'en Martinique, on sait faire le mieux, c'est savoir parler, échanger, communiquer, faire un égrégore par le verbe, nous faire de ça tout bonnement. Je donne pour exemple deux choses. Regardez des ouvriers qui travaillent chez vous. Un autre succède au premier, ils se croisent. Même s'ils ne se connaissent pas, ils vont nécessairement parler. Des ouvriers qui se croisent sur un chantier à Paris, je vais souvent maintenant, parce que mes filles sont, je précise, je ne suis pas à Paris. Non, je précise, je suis toujours en France. La France, c'est pas ça. Eh bien, deux ouvriers se croisent, salut. Et puis ici, deux ouvriers devront se parler, c'est nécessaire, ils vont échanger. Et ça leur fait du bien, ils reprennent les embouteillages de Génie-Pas, ils reprennent la galère, ils reprennent
des problèmes avec une communication. Un autre exemple, la semaine passée, je discute avec un ancien chauffeur qui est mon ami, je suis désolé, j'ai des amis chauffeurs. Mais si j'outrage Pourquoi tu es désolé? l'ordre établi, c'était une... Parce que ça va lui être reproché. Non, parce que c'était au second degré. Il ne faut pas prendre ça au premier degré. Et qui me dit, moi j'ai pris ma retraite. Il me dit, mais tu es en pleine forme, pourquoi tu as pris? J'ai pris ma retraite parce qu'en fait, le directeur qui venait du froid, enfin le blanc qui venait du froid, parce qu'il y a une distinction, monsieur ne me parlait pas. Il ne me parlait pas, il arrivait par la personne, mon ftélican. Dans l'entreprise, tout le monde ne peut pas parler, ne peut pas rester dans l'entreprise comme ça. J'ai dit, mais c'est extraordinaire. Donc c'est là que j'ai compris réellement le travail que voulait faire et l'importance que ça avait. Et que le dialogue unilatéral que nous pouvons faire, que nous voulons faire, par exemple à Tous Créoles, n'est peut-être pas suffisant. En fait, il faudra que les gens nous parlent. Donc je consens à croire que sa démarche était beaucoup plus importante. On y était associé avec la Fondation Esclavage et Réconciliation, mais elle était réellement, elle, le leader de cette opération. Alors, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'elle va recommencer de la même façon? Est-ce qu'elle va arriver à convaincre les maires de devenir courageux? Je ne sais pas. Les maires ont des préoccupations que j'aurais eues si j'étais maire. Que nous tous, les héros là, de la parole, on aurait eu, savoir se faire élire, savoir ne pas avoir trop de problèmes. Oui, c'est ça. Ils sont sur des sièges éjectables. Dans tous les cas, c'est une opération à encourager et à suivre. Et nous serons toujours à ses côtés dans le cadre de cette émission, dans l'association Tous Créoles, pour aider toute initiative qui veut entamer le dialogue et faire les gens se parler. Et non pas parler dans le vide de n'importe quoi. Deuxième sujet aussi tendu, c'est que les Outre-mer, aux Outre-mer, et puis même en France métropolitaine, bon, il finit ce mot-là, mais c'est en France de là-bas. Hein. Alors, arrêtons de faire le pitre. Le ressenti et la réalité, je confie ça à Eddy et Emmanuel. Encore une fois, c'est votre émission, messieurs. Allez-y. Bon, il y a un Martinique ou un Outre-mer bashing permanent qui est de dire ça va mal. C'est pas bon. Bernard Heurt dit très souvent, et bon, je me heurte à lui régulièrement de manière très sympathique, il dit, grosso modo, on est les derniers de la classe. À nous par bon pièce, on est la Martinique. Et il a connu, quand il a commencé, la Martinique était en tête du train, et aujourd'hui, la Martinique est dernière. Bon. Tout ça est bien évidemment faux. Okay? Qu'est-ce qui est faux? C'est que, bien évidemment, on est parti d'une situation économique catastrophique. Il faut le dire, il faut dire ça aux gens. Mais les gens vont me dire, mais depuis quand vous êtes partis Mais frère, depuis toujours, on était les derniers de la classe depuis très très longtemps. Pour une raison simple, c'est qu'on était dans une situation coloniale. Ce qui intéressait les gens, c'est pas que le pays d'où on tirait les richesses se développe, c'est que le pays produise des richesses, point. Et puis après, on s'en fout. Et enrichisse... Voilà. Il a fallu des morts. C'est ça qui est dramatique dans cette histoire. Il a fallu des morts pour que le pouvoir français puisse dire « ça ne peut plus durer ». Okay? Et les gens... Ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que c'est les gens les plus durs, les plus conservateurs qui ont dit « ça ne peut plus durer ouais. ». Parce que, et là, le lien avec le business est important. Ce sont des chefs d'entreprise martiniquais, notamment des béquets, mais aussi des mulâtres et des noirs, qui ont dit au gouvernement, dans les années 60, on va dire ça comme ça, si ça continue... Arrêtez de tuer les gens. Arrêtez de tuer des gens. Et ils n'ont arrêté de tuer des gens qu'en 74. Mais bon... Avec Giscard d'Estaing. Voilà. On dit, on ne tire plus sur les ouvriers. Il n'y a pas eu de mort. Depuis 1974, c'est terminé. Bon. OK, nous sommes d'accord. On est d'accord. Donc, il y a une décision politique qui est de dire, on va arrêter le massacre, et puis on va mettre du fric pour que ça puisse fonctionner. Et le rattrapage a été fulgurant. Vraiment, on est... Et toutes les infrastructures, l'eau, l'électricité... La santé. Je rappelle qu'en 82, au Robert, on continuait à jeter des tinettes dans la mer. Mon voisin peut en témoigner. En 82, OK. Bon, donc hier, on a cette problématique-là de dire les choses. On a toujours cette problématique. Alors j'ai essayé de creuser. Pourquoi on dit que ça va mal? Et puis, j'ai listé les gens qui disent que ça va mal. Les gens qui disent que ça va mal sont dans une structure mentale qui est, si on dit que ça va bien, les mecs vont arrêter de nous donner du fric.
C'est ça la réalité. Et tous les rapports finissent toujours de la même façon. Compte tenu de nos spécificités, des obstacles que nous rencontrons, il est nécessaire de poursuivre les efforts de financement. Bon, on s'arrête là. La réalité, c'est qu'il y a encore effectivement un décalage. Oui. Quand l'État français investit 100 € dans la Creuse, nous, par tête d'habitant, c'est 70 €. Oui. Donc là, il y a une discrimination majeure, alors que ça aurait dû être 120 €. Ici et Okay. là-bas. Bon, donc le message est clair. Tous les chiffres, et l'INSEE, vous savez que de temps en temps, je les chahute, l'INSEE a collationné l'ensemble des éléments pour prouver que, au contraire, Notamment le PIB. le PIB, qui est le Graal, c'est l'élément majeur de l'expression économique ou de référence, mais il n'y a pas que ça. Il y a des éléments, par exemple, sur la structuration du service public. Dans les années 60, il n'y avait pas de service public. Si tu voulais avoir une carte d'identité en 1959, fallait vraiment vouloir. Hein. Si tu voulais passer ton permis de conduire, déjà il n'y a pas de bagnole. Enfin bon, j'arrête là, je passe la parole. Là. Ouais. Oui, au-delà de... Bon, ce que dit Eddy, c'est vrai, mais c'est vrai aussi, je pense, à l'échelle du monde. Cette distorsion entre réalité et perception, je pense que depuis 1968, cette distorsion s'est accélérée, quel que soit le pays où on se trouve, en fait. Ça, c'est un peu mon analyse. Et j'ai envie de dire, il y a plein de raisons qui expliquent ça. Enfin, il y en a beaucoup, mais j'en isole 3. La première, c'est que dans le monde occidental, c'est la logique libérale et capitaliste qui drive le monde et qui s'appuie sur un principe très simple, qui est de dire il faut créer des frustrations si on veut créer des consommateurs. C'est ça le... Développe ça. Ben, le consommateur ne consomme que pour combler un manque. Et donc la machine libérale, la machine capitaliste, globalement, elle est basée sur la création de besoins. Et donc, c'est nécessaire, finalement, de générer des frustrations. Donc ça, c'est un premier facteur explicatif. Et regardez bien, d'ailleurs, que ce sont souvent dans les pays démocratiques, occidentaux, qui se développent très vite, très bien, où les richesses sont réellement tangibles, qu'il y a autant de manifestations de mécontentement. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est une analyse peut-être un peu psychologique, mais que je veux tenter quand même, c'est ce fameux découplage qui s'est opéré dans les années 68 entre les droits et les devoirs. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais enfant, de mes parents qui menaient une vie de devoirs. Les droits, ce n'était pas un sujet chez les individus. On avait des devoirs envers ses voisins, envers sa famille, envers sa commune, envers son pays. On était patriotes, on était... Et républicains. Et donc, on oubliait ses soucis personnels parce qu'il fallait d'abord servir une cause plus grande que soi. Et depuis 68, il est interdit d'interdire. Là, les droits se sont substitués tranquillement aux devoirs. Et aujourd'hui, accélérés notamment par les médias sociaux qui sont des médias individuels, chacun exprime ses besoins personnels, ses frustrations personnelles comme étant très légitimes. Et donc ça, c'est un deuxième facteur. Et puis, troisième facteur, bon, tu l'as un petit peu abordé, c'est un peu la... Alors, je serais peut-être un peu provocateur quand je dirais ça, mais je vois derrière ce découplage un appauvrissement du débat politique, en fait. Parce qu'en réalité, les grandes oppositions d'il y a 30 ou 40 ans, c'était des oppositions idéologiques. Et les opposants s'opposaient non pas pour contrer réellement par des arguments ceux qui étaient au pouvoir, mais s'opposaient pour apporter une alternative de société. Le Parti communiste avait une vision de la société qui était la sienne, contre le Parti libéral de droite. Enfin, c'était des combats de vision positive de société. Aujourd'hui, regardez comment les opposants, quel que soit le pays, se manifestent. C'est pas pour dire voilà ce qu'il faut faire, c'est pour dire d'abord voilà ce qu'ils font mal. Et donc on ne s'oppose qu'en détruisant, qu'en cassant, qu'en étant violent. Et donc tout ça, ça contribue à créer cette distorsion entre réalité et ressenti. Et donc on met dans le paysage un sentiment de ressenti violent. C'est difficile d'être plus complet que le duo. C'est la raison pour laquelle on va revenir à ce bout de table. Et puis nous, tous les trois, on va faire une émission
plus modeste parce que c'est trop fort pour nous, mais c'est tellement vrai ce qu'il dit. Couronnement de Charles III, ces leaders autochtones veulent des excuses pour des siècles de racisme. On va dire qu'on est un petit peu obsédé par ça, mais je suis désolé, mais c'est la réalité. Hein. Puis on est au mois de mai, et c'est Daniel Marcelli qui avec sa pondération. Et je ne suis pas toujours pondéré, hein, ça c'est une image que tu donnes. C'est ressenti la réalité. Oui. Mais je fais des efforts pour m'améliorer. Oui. Alors, ceci étant, bon, c'est vrai que pendant je ne sais plus combien de milliards de personnes ont regardé ce couronnement, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas vraiment ça, c'est que au-delà du fait qu'il y avait des pays du Commonwealth qui étaient représentés dans ce couronnement, c'est qu'en amont de ce couronnement, il y a eu des leaders de nations. Alors je dis bien de nations et non pas d'États, puisque une nation, par exemple, aux États-Unis ou au Canada, vous avez les nations autochtones, oui. Ce sont des nations, oui. C'est leur terme, mais ce ne sont pas des États. Et donc, par conséquent, notamment des représentants, des leaders du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, mais il y a quelques personnes de la Caraïbe qui se sont associées, ont demandé des excuses à la couronne pour ce qui s'est passé, notamment pour les exterminations, les exploitations et les dépouillements, en demandant des réparations et le retour d'objets ou même d'ossements dans certains cas. Donc c'est une problématique qui a été mise sur la table à ce moment-là, de rappeler parce que ce sont des pays qui ont été colonisés par le Royaume-Uni. Le Commonwealth, c'est des anciens pays colonisés. Donc ça a été l'occasion de rappeler ça. Et puis aussi, puisqu'il y a eu l'interview de représentants de l'État d'un pays de la Caraïbe, de rappeler qu'en ce moment, il y a une problématique qui est moderne ou qui est actuelle, à l'instar de la Barbade qui a décidé d'être une république. Il y a un mouvement qui se fait pour que certains pays de la Caraïbe deviennent des républiques. À ce moment-là, quand on est république, on ne prête plus allégeance au roi d'Angleterre. C'est le cas de la Jamaïque, c'est le cas du Belize, qui ont donc l'intention de faire des consultations sur cette question de la transformation de ces pays en républiques. Et donc, il faut dire que les républiques, c'est quand même la majorité des pays du Commonwealth. Mais, et pour finir sur cette question, il y a une vraie mise sur la scène publique du rôle de la couronne au moment de la colonisation et de l'esclavage, avec la remontée des revendications, et là pour le coup d'État, comme ce fut le cas pour la Barbade, avec Mia Mottley, qui récemment a donc porté cette revendication de réparation. Donc c'est un débat sur lequel, j'ai eu l'occasion de le dire ici même, sur lequel on devra se pencher avec cette exigence de devoir de connaissance, parce qu'il faut tout mettre sur la table pour avoir la meilleure maîtrise possible de la question. Très bien. Charles III, c'est ça? Il a une fortune qui s'élève à 600 millions d'euros. 600 millions d'euros. Petit bois. Oui, finalement. 600 millions, petit bois. C'est quand même pas mal. Hein. Christian, parle-nous des élections territoriales qui ont été remportées par des indépendantistes en Polynésie. Vas-y. Alors, la Polynésie française, 118 îles, 5 archipels, 3 motus, dont 76 atolls, dont Mururoa, qui a été célèbre effectivement avec les explosions nucléaires. Les îles Australes, les îles Marquises, les îles Gambier, ce qu'on appelle les îles Hautes, et puis les îles de la Société, avec notamment Tahiti, Boa Boa. Alors, pour information, Tahiti, c'est 1045 km², donc un peu plus que la Martinique. L'ensemble des terres émergées, c'est une superficie de 4167 km². Mais le domaine maritime, colossal, c'est 2 500 000 km². C'est-à-dire la surface de l'Europe. Ouais. Voilà, donc ça c'est Tahiti. Ça c'est, voilà. C'est en 1900. Alors, c'est. Comment dire la Polynésie a été colonisée au XIXe siècle, notamment par les Anglais et par les Français. En 1957, il y a eu l'appellation de Polynésie française, puisque
Il y a un petit élément qui sépare les indépendantistes et puis les autonomistes. Les autonomistes parlent de Maori, les indépendantistes, et les autonomistes parlent de la Polynésie française. Ouais. Vous avez compris que le jeu politique, effectivement, est entre les autonomistes et les indépendantistes. J'ai envie de faire un petit clin d'œil à notre réalité. C'est vous, ça. C'est ça. Alors, les autonomistes sont peut-être considérés comme pas des assimilationnistes, mais en tout cas, voilà, par rapport aux indépendantistes. C'est un pays qui a un statut de collectivité d'outre-mer, un pays d'outre-mer. Les langues officielles sont le tahitien et le français. Et en tout, ça fait 268 270 habitants, donc enfin, moins que nous. Alors récemment, effectivement, il y a eu des élections où les indépendantistes ont eu la majorité des sièges. Sur 57 sièges, ils ont 35 sièges et les autonomistes ont 10 sièges. Pour rappel, Gaston Floss, qu'on a connu beaucoup depuis 1991, a été le principal animateur du parti autonomiste. Ouais. Et c'est Oscar Temaou qui est l'animateur du parti indépendantiste. Alors, cette situation, effectivement, de majorité indépendantiste, pose des questions. Bon, quel sera le programme véritablement des indépendantistes? Déjà, il faut savoir que le président sera élu aux environs du 15 mai. Je ne sais pas si c'est Oscar Temaou, mais ce sera quelqu'un forcément du parti dominant. Et l'orientation, bien évidemment, c'est de reposer la question de redemander un référendum. Vous voyez? Alors, Darmanin, bien évidemment, Gérard Darmanin, ministre de l'Outre-mer et ministre de l'Intérieur, a déjà considéré effectivement qu'il faut prendre acte de cette expression populaire. Et il faut évidemment envisager toutes les possibilités. Donc, la Polynésie française aujourd'hui, est-ce qu'elle se dirige vers l'indépendance? On ne sait pas. Mais moi, je me dis que la France aura du mal à accepter de perdre 2 500 000 km² d'espace marin. Et puis une richesse extraordinaire à travers une faune, une flore qui est extraordinaire à la Polynésie. Ce que Darmanin a déclaré, c'est que le gouvernement consulte les élus et forces vives pour faire remonter les blocages et apporter des solutions au développement économique des Outre-mer. Très bien. On n'a pas eu de jingle depuis quelque temps. Un petit jingle là pour qu'on passe à la culture, s'il vous plaît. Bon alors, pas très rapidement, mais correctement, Edith Bruder, historienne, juif et noire, ont en partage cette expérience de la stigmatisation. Madame Marceline, si vous voulez bien. Oui, alors très rapidement, Madame Bruder, c'est une historienne, une anthropologue qui est chercheure au CNRS, et elle a consacré beaucoup de temps d'études aux juifs et aux noirs, parce qu'effectivement, ils ont en commun cette stigmatisation. Et elle vient de sortir un ouvrage qui s'appelle Histoire des relations entre juifs et noirs, de la Bible à Black Lives Matter. Et donc, c'est dire le champ. Et elle indique notamment qu'elle partage le point de vue de Frantz Fanon, qui qualifiait les juifs et les noirs de frères de malheur. Et elle décline donc le fait que dans les pays occidentaux, les Noirs et les Juifs ont été le visage de l'autre. Quand la stigmatisation, ça veut dire que c'est eux qui représentent. Donc il y a une discrimination. Et on connaît les histoires, que ce soit l'esclavage, que ce soit la Shoah. Donc elle a donné plusieurs interviews, dont celle au Monde, dont tu as fait état. Et donc, moi, ça me paraît important qu'on s'approprie cette connaissance. Et je voudrais très rapidement indiquer comment l'une des façons de s'approprier et de comprendre, c'est la culture. Et récemment, il y a eu à New York, dans une synagogue à New York, il y a eu un concert qui a été donné avec des violonistes juifs et des musiciens de gros cas guadeloupéens, avec 2 chanteurs guadeloupéens, dont François Ladrézeau, que tout le monde connaît. Et en particulier, les violons étaient des violons qui étaient des violons restaurés. C'est des violons qui avaient servi lors de la Shoah, dans les camps de concentration, que ceux qui les avaient utilisés ne voulaient vraiment plus utiliser, qu'un luthier israélien a restauré. Et on a considéré que ces instruments devaient devenir les instruments de l'espoir. C'est comme ça que ça s'appelle, les instruments de l'espoir. Et donc le mélange des violons et du gros cas
de frères de malheur, on en faisait des frères d'espoir. Et donc c'était un concert qui était sublime. Et donc c'est une piste qu'il faut explorer. Tout à fait. Tu m'avais expliqué que ces violons servaient à accompagner en musique. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui. Non, accompagner en musique ce qui allait être. Oui, c'était dans les camps de concentration. Oui, c'est dans les camps, mais ce qui allait être gazé. carbonisé, gazé. Une petite citation de François Fanon. Quelques secondes. Oui. Et c'est très important. François Fanon dit, quand on parle des Juifs, fais attention, c'est de nous Qu'on dont voit. on parle. En parlant des Noirs. Je voulais qu'on revienne, ça avait déjà été fait sous l'ouvrage de Mathieu Gabin, mais... Oui. Non, mais c'est bien, parce qu'Emmanuel en a parlé en début, oui. Donc je crois qu'on peut pas directement... on va revenir à cet ouvrage qui est quand même très important pour la pensée contemporaine. Christian, on va parler de musique, il fait un petit jingle avant. On a déjà abordé cette question-là, on va encore l'aborder, c'est esclavage, liberté, musique, libération, deux choses qui s'entremêlent, s'entrecroisent et produisent on produit la musique, le jazz contemporain. Je te passe la parole. C'est vrai que sans vouloir y faire un braquage, mais la musique a été très très importante dans l'histoire de l'esclavage. À la fois comme mode d'expression, comme mode de réappropriation de son identité, mais aussi à travers les déclinaisons. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, les Noirs, très rapidement, ils ont appris l'anglais. Ouais. Okay. Et très rapidement, ils ont maîtrisé les mélodies occidentales qu'ils ont enrichies avec leur savoir. Ils ont créé aussi des manifestations extraordinaires qu'on s'appelait des walk songs ou des tabernacle songs. Ouais. Ils s'éloignaient, ils allaient dans les forêts. Et puis, musique n'était qu'à tomber. Alors, c'était à la fois des musiques de leur hit, de leur réalité propre, historique, mais c'était aussi ces mélanges aussi qui vont générer, on va le voir, beaucoup de rythmes aujourd'hui qui nous alimentent. On peut faire déjà un premier clin d'œil à une production musicale de cette époque. En tout cas. Ouais. De cette époque. Oh, Alabama, Johnny, clin d'œil sur la religion, l'impact de la religion, le protestantisme a été intégré aussi, effectivement, et les Noirs ont alimenté beaucoup de manifestations liées à la religion. C'est ainsi que les gospel songs sont apparus. Vous voyez ? Et tout ça, si vous voulez, c'était dans le programme d'évangélisation. Exemple ? On peut écouter, d'ailleurs, ce serait mieux, effectivement. On a toujours plaisir à voir Ray Charles. C'est un homme qui a inondé le monde de ce cri de liberté, de ce cri de justice sociale. Alors rapidement, on peut dire effectivement, qu'est-ce qui découle de ça ? Le jazz, le hip-hop, le blues, le rhythm and blues, le reggae, la salsa,
le zouk, tu vois, tout ça, ce sont effectivement des expressions qui sont liées de cette oppression historique, mais en tout cas qui alimente le monde, quoi. Alors, je fais un petit clin d'œil en ce 22 mai à nos résistants également. Vélo en Guadeloupe, Thiémil, Mona, tous ces gens-là, Edmond Mondésir, Joe Desormeaux, Colobat, Chris Combet, qui ont toujours un contenu dans leurs chansons qui exprime également ce grand cri universel. Ce sera le sujet de la prochaine émission musicale. Voilà, alors on va terminer par Barack Obama qui nous a interprété quelque chose d'extraordinaire. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was sur le plateau. Voilà, alors rendez-vous à toutes les manifestations quand même du 22 mai Absolument, ici. absolument. Et particulièrement Robert, le 21 mai, au soir, il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes payé pour... Le CERMAC aussi organise quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, moi, le 22 mai, j'ai invité mon club de pétanque, Philippe Juncker, que je salue, les camarades du plateau. Et j'ai associé à moi des gens de bouc bizarres comme Emmanuel de Rénal. Voilà, donc quand je vais vous l'aller, voilà. Je vous remercie d'avoir pris patience pour nous écouter jusqu'à la fin. On est avec vous la semaine prochaine, et puis la semaine d'après, et jusqu'à la fin des temps. Au revoir. Merci tout le monde.